bonjour à toutes et bonjour à tous, merci d'être là. Donc effectivement je vais vous parler de Word Embeddings ou plongement lexicaux. Donc moi je suis enseignant-chercheur au laboratoire d'informatique de l'Université du Mans. Donc, juste pour présenter rapidement, au LIM, on a l'équipe LST, Language and Speech Technology, qui fait donc en haut on a une partie speech, détection des locuteurs et reconnaissance de la parole. Donc là, détection du locuteur, c'est trouver qui parle dans une vidéo. La reconnaissance de la parole, c'est la transcription automatique. Donc là, on a pas mal de projets, notamment avec l'INA, l'Institut audiovisuel, sur ces aspects-là. On a une équipe qui fait de la traduction automatique. Et puis, on a une partie de l'équipe LST qui est plus sur le texte, la compréhension, et donc dans laquelle je me situe plus. Donc, cet exposé, là, on va parler de plongement lexicaux plutôt finalement en prenant l'idée d'application plutôt fouille de texte, classification automatique de données textuelles. Donc le genre d'application qu'on peut étudier, c'est l'analyse de l'opinion. Donc là, ça va être, j'ai des tweets, j'ai des tweets qui parlent de ma marque, j'essaye de savoir est-ce qu'ils émettent plutôt une opinion positive ou négative. On peut essayer de faire du détection de contenu abusif, des spammers sur Twitter ou de la fake news. On va aussi pouvoir travailler sur de l'indexation de documents et puis catégorisation pour prendre des documents et essayer de les classifier automatiquement dans des catégories. Et le prérequis en général à tout ça, c'est de représenter nos documents, nos données textuelles de façon intelligible pour la machine et pour les algos. Donc on va en gros vectoriser nos documents. Et donc au départ étaient les sacs de mots. Okay. On a le document 1, document 2, voilà. L'idée c'est de les représenter sous forme de vecteurs pour pouvoir les donner à manger à des algos. En général, on fait une première étape qu'on appelle l'ématisation, c'est-à-dire qu'on va prendre nos verbes, on va les mettre à l'infinitif, on va prendre nos féminins, nos pluriels de façon très sexiste, les mettre au masculin singulier. Et puis après, ce qu'on peut faire aussi, c'est supprimer les mots vides, ou ce qu'on appelle aussi mots-outils. C'est les mots qui relèvent plus de la syntaxe que de l'aspect sémantique de la phrase, donc qui permettent plus de lier la phrase et de la structurer que de donner du sens à la phrase. Et donc on se retrouve avec des choses comme ça, et ces choses comme ça, on va les représenter sous forme de vecteurs. Donc là, on va prendre tous nos mots, on va faire l'union des vocabulaires de tous nos documents, on va obtenir ce vocabulaire V là, okay. Et puis à chaque fois, nos documents, on va dire, est-ce que ce mot-là est présent, dans mon document ou pas, et puis ça va nous faire nos vecteurs. Donc il y a des façons plus intelligentes après de faire ce genre de choses-là, je ne vais pas en discuter, mais bon, globalement, voilà, on a nos vecteurs, nos sacs de mots, et donc sacs de mots parce qu'effectivement on perd complètement la notion de séquence dans la phrase, la notion d'ordre dans les mots. On a des vecteurs un peu comme ça, qui ne décrivent pas l'ordre dans lequel les mots ont été placés. Ok. Alors, les sacs de mots, donc les sacs de mots, ça permet de faire de bonnes baselines pour plein de choses. En général, quand on attaque un problème de classif, nous on va partir sac de mots et puis on va faire de la classif avec des classifieurs simples. Ça nous donne une bonne baseline. Mais le souci, c'est que si on a beaucoup de documents, nos vecteurs, ils sont de taille V, la taille du vocabulaire, et on peut avoir un très gros vocabulaire. Donc on va se récupérer des gros vecteurs, et ça peut être agaçant en mémoire, et ça peut aussi être désagréable, parce qu'on va avoir beaucoup de paramètres à gérer pour nos algos à apprendre. Et puis en plus de ça, du coup, comme on a des vecteurs de taille V, des documents qui n'utilisent pas tous les mots de notre vocabulaire, on va avoir des vecteurs creux, sparse en anglais, donc on va avoir beaucoup de zéros en gros dans nos vecteurs. Okay. Et donc ça, c'est un peu embêtant de se trimballer des choses énormes pour en fait avoir peu d'informations dedans. Et puis on n'a pas du tout de sémantique finalement. Si je prends les vecteurs, par exemple des mots pleuvoir, mouiller et aimant, ok, donc je mets un 1 ici à pleuvoir, là je mets un 1 à mouiller, là je mets
1. Je calcule n'importe quelle distance entre ces vecteurs-là. On ne va pas voir que pleuvoir et mouiller sont plus proches que mouiller et aimant, alors qu'il ne pleut jamais au vent. Donc on n'a pas du tout de notion, enfin d'information sémantique, on n'embarque pas le sens du mot. Et donc, c'est un peu l'objet des changements lexicaux, c'est d'éviter d'avoir ces vecteurs creux et d'avoir aucune information sémantique dans nos vecteurs. Donc ce qu'on veut, c'est des vecteurs denses, d'accord. Donc là, quand on représente nos documents, on a des... tout à l'heure, on représentait nos documents. Là, voilà, on a nos matrices sacs de mots, et ce qu'on veut, c'est des plongements lexicaux. C'est des choses beaucoup plus en plus faible dimension, okay, mais beaucoup plus denses, avec beaucoup moins de zéros. Et puis, on veut des vecteurs sémantiques. Et pour calculer des vecteurs sémantiques, des vecteurs pour vraiment présenter nos mots qui embarquent de l'information sur le sens des mots, on va se baser sur l'assertion d'un linguiste qui dit que le mieux pour comprendre un mot, c'est d'utiliser les mots qui l'accompagnent dans les écrits ou dans l'oral. Et du coup, on va utiliser des gros corpus qui vont nous fournir de la matière pour étudier les co-occurrences de notre vocabulaire, et à partir de ces co-occurrences, bâtir des vecteurs en utilisant des méthodes statistiques, des vecteurs qui sont plus denses, plus courts, mais qui embarqueront de l'information sémantique. Donc cette assertion de Firth, on l'appelle l'hypothèse distributionnelle, et en gros, ce qu'on va faire, ce qu'on va essayer de modéliser de façon simple, c'est que dans notre gros corpus textuel, là, sur lequel on va essayer d'apprendre nos vecteurs de plongement lexicaux qui vont nous donner donc, des descriptions un peu, des vecteurs qui décrivent un peu le sens des mots, on va essayer de dire que plus deux mots co-occurrent dans mon corpus, plus je veux que leurs embeddings, donc leurs vecteurs sémantiques, leur plongement, soient proches. En gros, je veux que la cosine de deux vecteurs qui co-occurrent beaucoup, là, si je dis que, bon, c'est une notation un peu adjacente, mais en gros, la cosine de deux vecteurs qui co-occurrent beaucoup est fonction un peu de, enfin, la cosine, pardon, de deux vecteurs est une fonction de leur fréquence de co-occurrence. Bon. Globalement, c'est à peu près ça l'idée. De toute façon, on va en reparler. En pratique, ce qu'on optimise, c'est qu'on va essayer de faire en sorte que deux vecteurs qui co-occurrent beaucoup aient un produit scalaire élevé. On va dire que, deux mots qui co-occurrent beaucoup, le produit scalaire de leur vecteur soit élevé. Bon, je vais revenir là-dessus. Donc, on va explorer un petit peu les modèles Word2Vec et Glove. Okay. On parlera un petit peu de comment on peut utiliser ces modèles de plongement lexicaux dans un cadre où on a des corpus qui sont temporels, qui s'étalent dans le temps et qui marquent un petit peu l'évolution de la langue ou l'évolution des mentalités. On verra comment on peut aussi travailler là-dessus dans le contexte où on a un vocabulaire qui est polysémique et qu'un mot peut avoir plusieurs sens. On verra que les modèles dont je parle ne sont pas particulièrement interprétables de base, mais qu'on peut faire des choses pour aller vers de l'interprétabilité et essayer de comprendre exactement ce que signifient les vecteurs qu'on obtient à la fin. Et puis on discutera un petit peu du fait que lorsqu'on apprend nos plongements, on se base sur des corpus qui sont produits par des humains, et que du coup, forcément, les corpus qui sont produits par les humains reproduisent les biais des humains, et que du coup, dans ces corpus, quand on apprend des vecteurs à partir de ces corpus, souvent, on a des mauvaises surprises sur le fait que nos vecteurs embarquent des stéréotypes de genre ou des stéréotypes raciaux. Et puis enfin, on pourra discuter, si on a le temps, d'une approche basée graphe qu'on développe au Ligum. Donc là, on va parler de Word2Vec et d'une de ses implémentations qui s'appelle Skipgram with Negative Sampling.
Donc l'idée, ça va être de modéliser la probabilité d'observer un mot J dans le contexte d'un mot I. D'accord ? Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un corpus énorme, et puis on va prendre toutes les paires de mots, toutes nos co-occurrences dans notre corpus, et puis on va se servir de toutes ces co-occurrences pour apprendre notre modèle. Et l'idée, c'est que quand I et J co-occurrent beaucoup, je vais essayer de faire en sorte que la proba de co-occurrence soit élevée dans mon modèle. Et cette proba de co-occurrence, en fait, on la modélise comme ça. On dit que du coup, la probabilité qu'un mot I apparaisse, un mot J, pardon, apparaisse dans le contexte d'un mot I, on va la modéliser comme la sigmoïde du produit scalaire de leurs embeddings. Donc, on a deux matrices U et V. Donc là, c'est un petit truc de notation. Non, il faut bien que je me pose là, sinon vous n'allez pas suivre après. Alors, en gros, U et V, c'est nos matrices de plongement lexicaux. D'accord ? Donc, le nombre de lignes de U et V, c'est la taille de mon vocabulaire. Et puis, le nombre de colonnes, c'est la taille des vecteurs que je veux apprendre, qu'usuellement, on fixe à 200, 300. C'est un paramètre du modèle, quoi. On fixe un petit peu empiriquement. D'accord ? Au départ, au début de l'apprentissage, U et V sont initialisés de façon aléatoire. D'accord ? Et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure, qu'on va prendre nos co-occurrences, qu'on a regardé nos paires de co-occurrences dans notre corpus, on va faire évoluer nos matrices U et V pour faire en sorte que quand I et J co-occurrent beaucoup ensemble, que le produit scalaire de UI et VJ, qui sont les vecteurs de plongement des mots I et J, leur produit scalaire soit élevé. C'est-à-dire plus de mots co-occurrent, plus leur produit scalaire des vecteurs qui les représentent est élevé. Ce qui veut dire que quand le produit scalaire de ces vecteurs est élevé, ces vecteurs sont proches. Et donc pourquoi on a deux matrices U et V? C'est simplement parce que c'est plus simple pour le modèle pour l'apprendre. Comme on va faire des propagations de gradients, ça permet d'optimiser U, puis V, puis U, puis V, et puis du coup on converge efficacement. Mais globalement, U et V, c'est deux matrices de plongement lexicaux. Ok? J'étais à peu près clair là ou pas? Ok. Donc c'est un peu la partie cruciale. Ok. Donc là, si on écrit le modèle à peu près, l'idée c'est que là, on prend toutes les paires, là, toutes nos co-occurrences, P ça va être toutes nos co-occurrences, donc on prend toutes nos paires qui sont des co-occurrences, et puis on essaye de maximiser cette proba, donc que ça tende vers 1 le plus possible lorsque ces mots co-occurrent. Voilà, donc après on remet un log, histoire de... Et puis, alors, voilà, pardon. Et donc là, il y a une solution triviale à ce modèle-là. Il suffit d'avoir des matrices U et V qui sont élevées. Du coup, le produit scalaire de nos vecteurs sont élevés. Du coup, on maximise notre modèle. C'est pour ça que, du coup, pour implémenter Word2Vec, on a ce qu'on appelle le negative sampling, c'est-à-dire qu'on va prendre aussi des paires de mots qui n'apparaissent pas dans notre corpus, et finalement on a un modèle qui ressemble à une régression logistique. On essaye de maximiser la proba, la vraisemblance du produit des vecteurs des mots qui co-occurrent beaucoup, et puis quand on a des mots qui co-occurrent pas, on essaie de faire en sorte que cette proba soit proche de 0, donc faire en sorte que leur produit scalaire au vecteur qui représente ce mot soit faible. Ok? Ça va? Pas l'impression d'être très bon là, mais vous me dites, vous n'hésitez pas. Ça va? Ok, bon. Ça roule. Bon, donc, ça c'était skipgram with negative sampling, donc c'est aussi simple que ça, alors si j'ai été clair. Bon, il n'y a pas de... Donc ça s'apprend par descente de gradient, en faisant le gradient sur U et V, et du coup on initialise aléatoirement U et V, puis au fur et à mesure on passe les paires de co-occurrence, on est à jour U et V. Donc pour Global Vectors, le modèle est un petit peu différent, ça reste un peu la même idée, c'est-à-dire que là, notre matrice X, c'est les fréquences de co-occurrence de nos mots dans notre corpus, et on va essayer de faire une approximation de X,
par nos deux matrices d'embedding, ce qu'on est en train d'essayer d'apprendre, en disant, ben voilà, plus des mots co-occurrent, plus leur produit scalaire encore doit être élevé. Donc on écrit ça comme ça, on essaie de minimiser la différence. On va mettre un log, puisqu'on a les fréquences de co-occurrence suivent une loi de puissance, donc on veut éviter de faire exploser les normes de nos vecteurs U et V. Et puis, ce qu'on finit par faire, c'est ici, donc ici on a une erreur, hein. On a une erreur sur notre factorisation, donc on essaye de faire en sorte que le produit scalaire de l'embedding de I et J moins le log de leur fréquence soit le plus bas possible, d'accord? Donc on essaye d'approximer cette fréquence de co-occurrence par notre produit scalaire, et du coup cette erreur on va la pondérer par la fréquence en disant que du coup on fait une plus grosse erreur lorsque des mots co-occurrent très souvent. Et pareil, f en fait c'est une fonction qui va couper un petit peu x et j qui peut exploser sous forme de loi de puissance. Donc, et puis enfin on a ces termes BI, BJ que les auteurs appellent des biais. L'idée c'est simplement que ça aide à faire converger plus rapidement le modèle, puisque le modèle s'apprend de façon identique, c'est-à-dire qu'on initialise U et V aléatoirement, et puis après on fait une descente de gradient, et du coup les termes B vont permettre d'absorber un peu l'erreur à chaque fois, et vont permettre de faciliter la convergence du modèle. Et donc, au final, on obtient des vecteurs qui ont des propriétés intéressantes. Donc, c'est des vecteurs qui sont en dimension 50, 200, 300, 500, en fonction du paramétrage qu'on a choisi au départ. Donc là, on a une ACP sur certains des vecteurs qui ont été appris par les auteurs de GloVe. Et du coup, ces vecteurs, ils ont la particularité que avec ces vecteurs-là, on peut résoudre des tâches intéressantes, donc des tâches de similarité. La tâche de similarité, c'est je donne à des humains des paires de mots, tigre et chat, tigre et fromage. En général, les humains disent que tigre et chat, c'est plus proche que tigre et fromage. Okay, et notre modèle doit répondre à peu près la même chose. En réalité, les humains donnent un score de similarité chacun, et puis on essaye de faire en sorte que la similarité cosine entre les vecteurs qui représentent nos mots soit corrélée à la similarité qui est donnée par les humains. Donc on a cette propriété de similarité, d'accord, quand des mots sont similaires en termes de sens, leurs vecteurs sont similaires dans l'espace qu'on a appris, d'accord. L'espace qu'on a appris, en fait, c'est nos matrices U et V, là, qu'on cherchait à apprendre. Et puis, on a une autre propriété qui est sympa, c'est qu'on peut résoudre des analogies. Donc là, en fait, on voit l'analogie de... alors, j'ai toujours un petit peu de mal avec ça. L'homme est au frère, non, ouais, je sais plus. Le frère est à l'homme ce que l'homme est au frère ce que la femme est à l'art, et du coup il répond sœur, quoi. Donc l'idée en fait c'est que du coup on a une espèce de trajectoire dans notre espace qu'on a appris qui nous permet d'aller féminiser entre guillemets notre vocabulaire. Donc ça permet de résoudre des analogies, et puis c'est assez cool, quoi. Ok. Alors, ça va? Des questions? C'est clair? Ouais. Je vais poser des questions, tant pis. Ouais, vas-y. Là, il y avait des notions de syntaxe, de sémantique là, qui apparaissaient. Oui, alors donc, on demande s'il y a des notions sémantiques qui apparaissent. Effectivement, oui, là là c'est à l'issue de nos plongements lexicaux, à l'issue de l'apprentissage de nos plongements lexicaux, on obtient des vecteurs. On fait une ACP pour les visualiser dans l'espace, et effectivement, du coup, c'est des vecteurs qui ont une information sémantique, hein,
qui embarque une information sémantique. Tout à fait. C'est le but de notre apprentissage avec Glove. Oui. Et donc Glove est applicable à différents corpus par rapport aux différentes langues, par exemple, parce que du coup ça a dû être développé en anglais à l'origine. Comment ça marche avec le français? Donc alors je vais répéter vos questions parce que j'ai voilà. Alors donc on me demande si Glove est utilisable en fonction des langues. Effectivement. Alors Glove, tu vas pouvoir l'apprendre sur des corpus de différentes langues. L'avantage, c'est qu'il y a des corpus... alors, ça dépend si ta langue est peu dotée ou pas, mais anglais, français, tu retrouves des choses en ligne. Tu peux télécharger des modèles préappris. Sur des langues peut-être moins dotées, tu auras un petit peu plus de mal. Et tu peux également apprendre Glove sur ton corpus à toi, puisque ton corpus peut être spécialisé, peut avoir des termes spécifiques qui ne seront pas forcément dans les corpus qui ont été utilisés pour apprendre Glove. Si tu as un vocabulaire métier et que tu veux le retrouver, voilà, tu peux utiliser Glove sur tes corpus de ressources métiers au sein de ton entreprise pour apprendre des plongements pour ce vocabulaire métier. Ok, je continue. Alors du coup, donc, avec ces embeddings, là, donc on apprend ces vecteurs sémantiques, on peut faire des choses, notamment si on considère des aspects temporels. Alors du coup, on a un ANR soumis au LUM sur la détection de néologismes, c'est-à-dire comment évolue la langue, mais là on ne s'intéresse pas à des néologismes syntaxiques, c'est-à-dire pas vraiment la création d'un nouveau mot qui n'existait pas, c'est plus le changement de sens des mots ou la façon dont on trouve de nouveaux sens pour certains mots. Je donnerai un exemple, par exemple, c'est le fait que aujourd'hui, si je dis Apple, tout le monde ne pense pas à une pomme, quoi. Il y aura beaucoup de gens qui penseront à un Mac ou un iPhone, quoi. Donc il y a le fait qu'en anglais, Apple, le sens, si on prend un corpus de news, etc., on va bien plus souvent parler d'Apple pour parler de la marque que de la pomme. Donc il y a une espèce de nouveau sens qui a été créé. Apple, c'est une marque, quoi. Ok. On a un ANR avec l'INA et puis des historiens aussi où on essaye de... Donc on travaille sur les actualités françaises, c'est ce qui était diffusé dans les cinémas avant les films. Et du coup, l'idée c'est un petit peu de regarder l'évolution des médias avec le prisme des historiens aussi et puis de spécialistes de la création de ces actualités françaises. Et puis on travaille aussi avec l'INA sur un ANR qui s'appelle GEM où on va essayer de faire le suivi un petit peu des représentations de genre dans les contenus médias essentiellement télévisuels. Et donc forcément sur ce genre de choses-là il y a la notion de temporel. Et du coup en gros il y a deux approches dans la littérature pour faire des embeddings temporels. L'idée c'est qu'on va avoir donc des plongements, des vecteurs qui ne seront pas les mêmes en fonction de l'époque à laquelle on se situe dans notre corpus. Donc là on imagine qu'on a un corpus, voilà. On commence par donc ce corpus est temporel, hein, nos documents sont datés, sinon effectivement on ne peut pas faire grand chose. Et on va commencer par le discrétiser, d'accord. Alors dans la littérature, le pas pour la discrétisation, il varie beaucoup, c'est très empirique pour le moment. Et puis du coup, une fois qu'on a discrétisé dans l'approche diachronique, ce qu'on va faire, c'est que avec ce morceau de corpus là, j'applique Glove ou j'applique Skipgram et puis j'apprends des embeddings. Ensuite je passe, j'apprends des embeddings, etc. Et ce que je fais, c'est que je vais essayer d'aligner mon espace appris ici en T0 avec mon espace appris en T1 pour voir comment mes embeddings évoluent. Donc ça, on va voir que ça se fait c'est pas très compliqué. Et puis on a une approche qui est, elle, dite dynamique. On discrétise toujours, mais là, j'apprends toutes mes matrices d'embedding avec une optimisation sur toutes mes périodes. Donc je vais redétailler après.
Ok, donc l'approche dite diachronique, en gros, c'est l'idée que du coup on apprend sur nos périodes séparées, et après on va faire ce qu'on appelle un procruste, c'est-à-dire qu'on va essayer d'apprendre cette matrice Q, là, donc entre ma période T0 et ma période T1, où j'ai des matrices d'embedding U0 et U1, et je vais essayer de plonger ma matrice U0 dans l'espace U1 de U1 pour voir ce qui a varié. Et du coup, je vais apprendre une matrice Q, d'accord, qui va me transformer U0 et le plonger dans l'espace U1. Okay, donc ça se résout en faisant une SVD. Et donc ça permet déjà d'avoir une première intuition sur comment les choses évoluent. Après, bon, voilà, c'est une approximation puisqu'on on apprend une matrice Q qui minimise cette distance et on sait que les différences qu'on va observer entre U0 et U1, une fois qu'on aura plongé U0 dans l'espace de U1, difficile de savoir si elles viennent du bruit qu'on peut avoir inclus dans Q, puisque ce n'est pas une matrice parfaite, ou est-ce que ça vient vraiment d'un changement de sens. Ouais. Et du coup, est-ce que du fait qu'on discrétise l'espace atemporel, ouais. J'imagine que la manière dont on discrétise et les périodes qu'on choisit a un impact énorme? Ah bah ouais, totalement, ouais. Bah, totalement, parce que, alors effectivement, du coup, alors il y a pas mal d'approches. Il y en a où ils essayent de faire des choses qui chevauchent. Ouais. Il y a différentes périodes de temps. Pour le moment, en fait, c'est trop récent pour qu'il y ait des guidelines un peu sur comment faire pour discrétiser. L'idée, c'est qu'il faut essayer quand même de garder un vocabulaire commun, donc qu'il y ait assez de fréquences, de co-occurrence sur ce vocabulaire-là au sein de tous nos pas de temps, donc on va essayer empiriquement de faire ça, quoi. Et c'est quoi globalement les pas de temps? Alors par exemple, ceux qui travaillent sur, comment ça s'appelle, les Google Book Ngram, donc là ça peut être des pas de temps d'une dizaine d'années, mais il y en a qui réduisent carrément à 1 an. Sur des plus petits corpus je sais que j'avais un auteur qui travaillait sur des publications de médias type Le Monde, etc. Sur des pas de temps de 1 an, c'était trop lourd, quoi. Donc ils étendaient plutôt des pas de temps de 10 ans, 15 ans pour voir des choses significatives et pas juste des petites modifications qui sont en fait des artefacts parce qu'on n'a pas assez on n'a pas assez de co-occurrence en fait et qu'on n'apprend pas assez bien en fait dans nos périodes de temps. Ok. Merci. Je t'en prie. Et donc l'approche dynamique, hein, globalement, ça revient. Donc là, on a encore notre fréquence de co-occurrence à une période t, nos matrices d'embedding à une période t. Donc on essaye toujours de minimiser la distance entre cette fréquence de co-occurrence et le produit scalaire de nos matrices d'embedding. Et puis on a cette espèce de terme de régularisation temporelle où on veut que une matrice la matrice U1 et la matrice U0, elles ne soient pas trop différentes, puisque si on ne garantit pas ça, si on ne fait pas en sorte qu'elles convergent vers un même espace, les différences qu'on observera entre les différentes périodes de temps, ça sera juste qu'on n'a pas plongé les choses dans le même espace. Donc on essaie de régulariser temporellement en disant, allez, plongez dans le même espace. Et donc voilà, ça c'est les deux approches, on va dire, de l'état de l'art. Et puis l'évaluation, alors pour le moment il n'y en a pas, hein. L'évaluation de tous les articles, c'est des trucs comme ça. Okay. On prend les top 10 mots qui ont le plus changé à travers le temps, et puis on fait des beaux diagrammes. Et donc ça permet quand même de voir des changements un peu sympas. Donc là, effectivement, l'article est écrit par des gens d'Amazon et d'Apple, d'où un exemple pas trop orienté, quoi. Mais effectivement, donc on voit Apple qui passe de poire, strawberry, donc des fruits, vers la marque.
Donc là, on peut imaginer qu'à chaque fois, hein, le mot bleu, c'est le mot qu'on suit, on a les années à côté, et puis les mots en noir, c'est les mots les plus similaires sur cette période de temps. Okay. On voit Amazon bah, le sens premier, un peu jungle, forêt, chevauché, voilà. Et puis là, bah, voilà, on est plus sur un vendeur de services. Et puis Obama qui passe de université professeur à président aux États-Unis. Donc, pour le moment, il n'y a pas trop d'évaluation. Oui. Ouais. Est-ce que l'exemple, on va dire, il est bien donné? Enfin là, par exemple, quelque chose qu'on pourrait regarder, c'est que du coup, Amazon, oui, il se rapproche de Netflix et puis des câbles et tout ça. Et on dirait, et maintenant, en 2016, il est complètement dedans. Alors que le mot Amazon, quand même, il désigne toujours une jungle, donc il devrait toujours être un petit peu quand même au moins entre les deux, quoi. Donc c'est un peu embêtant. Ou alors est-ce que c'est vraiment un signe qu'on parle plus de technologie que de ou autre chose? Bah là, de toute façon, en fait, là, ça va être très dépendant de ton corpus. Ouais. Ça va être ultra dépendant de ton corpus. Si tu es sur un corpus de news ou de médias, etc., on parle plus beaucoup des Amazones quoi, dans les médias aujourd'hui. On parle plus d'Amazon, le site e-commerce. Bon, donc là, coup, tu vas prendre la fréquence de... Enfin, c'est les fréquences de concurrence qui vont tout faire. Ouais. C'est pour ça qu'on a un problème sur la polysémie, ouais. Qui fait que, bah, en fait, en général, il y a un sens qui écrase tous les autres dans l'encoding qui est appris, quoi. Et c'est pour ça que vient aussi l'interprétabilité, puisque après... on a des dimensions, on apprend des vecteurs avec des dimensions, on aimerait bien connaître le sens de ces dimensions pour savoir ce que... Ce que j'avais demandé, mais ça c'est peut-être l'explication après, c'est du coup quand on va... Parce qu'au final, le but de cette matrice, ouais. C'est qu'après on lui prend en entrée un nouveau mot qu'on ne connaît pas, ou un nouveau mot qu'on connaît, et de pouvoir lui appliquer un sens, ou un mot qu'on a dans un texte en entrée. Et du coup, le sens, il va se baser temporellement sur quoi? Est-ce qu'il se base sur la temporalité de maintenant, et les temporalités précédentes, c'est pris en charge comment du coup? Alors, quel est leur intérêt? Ouais, alors... Quel est l'intérêt d'avoir un historique des temporalités précédentes? Un modèle temporel? Ouais. Alors, parce que là, effectivement, c'est bon, parce que c'est des travaux qui s'intéressent justement, où on travaille un petit peu avec des linguistes, et justement, on travaille un peu sur l'évolution de la langue. Au-delà de ça, je pense que par exemple, quand tu travailles sur des corpus type Twitter, où tu as des choses qui évoluent très rapidement au niveau du sens, si tu veux capter des choses, ça peut être intéressant d'avoir des modèles temporels avec des petites fenêtres, parce que tu vas être capable de dire, bah tiens, je sais pas, Macron avant son élection, il était lié à économie, jeune, je sais pas, tu vois, on pensait pas qu'il allait être président, donc outsider ou je ne sais quoi, et puis après, très peu de temps après, juste après l'élection, bah maintenant c'est plus un jeune outsider qui était ministre de l'économie, maintenant il faut le décrire par président de la République, etc. Tu vois ce que je veux dire, c'est que ça dépend ça dépend beaucoup de ton application. Mais du coup, on n'a pas forcément besoin de la temporalité tout le temps, quoi. Ça dépend de ton corpus, ça dépend de ton application derrière. Parce que du coup, dans ce cas-là, à chaque fois qu'on lui en donnait un mot en entrée, est-ce qu'il faut en plus lui donner le sens, contexte temporel de ce mot ou... Et dans ce cas-là, effectivement, tu es obligé de réapprendre tout le temps le sens du mot si tu veux travailler avec un sens très précis au moment donné, quoi. Après, il y a quand même tout un tas de mots dont le sens ne change pas pour la plupart des mots, quoi. Donc c'est à voir si pour toi c'est important dans ton cadre applicatif. Mais globalement, après tes vecteurs, là, tu en fais ce que tu veux. Si tu veux faire de la classification, tu les mets en entrée d'un réseau convolutionnel, tu peux en faire un petit peu ce que tu veux, quoi. Blablabla, mais donc oui, voilà, sur l'évaluation, nous, on a la chance dans les projets de travailler avec des gens de SHS. Donc là, il y a un vrai objectif. Nous, on aimerait bien travailler un petit peu de façon plus qualitative à voir ce que perçoivent exactement ces modèles. Il y en a beaucoup dans la littérature et l'évaluation, c'est à chaque fois les top 10 mots qu'on les plus changés, donc on aimerait bien voir précisément ce qui se passe et en utilisant des vérités de terrain historiques,
le fait que par exemple De Gaulle dans les actualités françaises, on le voit très bien en 44-45, c'est libérateur. Après il y a une phase un petit peu décroissante, et puis après on parle beaucoup plus au niveau des années 60-69, voilà, c'est la décolonisation, l'Algérie, etc. Donc on a là des marqueurs historiques qui vont nous permettre de voir qu'est-ce que captent ces modèles, à quel moment ils les captent, combien de fréquences de co-occurrence il nous faut pour capter, etc. Donc on voudrait essayer de travailler de façon un peu qualitative là-dessus. Oui. Qu'est-ce qu'intéresse les linguistes dans ces outils-là? Vous avez parlé d'historiens. Alors du coup, les linguistes dans la partie, on va dire, détection de néologismes sémantiques, c'est vraiment travailler sur l'évolution de la langue et capter, par exemple, sur Twitter des mots qui surviennent. C'est un peu la créativité, en gros, la créativité stylistique, linguistique qu'on peut voir dans les médias modernes qui vont vite, que ce soit Twitter ou que ce soit les médias plus traditionnels, genre la presse, quoi. Et de façon justement à étudier essayer de comprendre pourquoi il se crée, comment il se crée, quel impact ça a aussi sur les dictionnaires, pourquoi il y en a qui sont intégrés et pas d'autres. Enfin, ça amène un champ de réflexion pour les linguistes. Donc l'idée, c'est d'avoir des outils de détection automatique pour eux ensuite pouvoir réfléchir et caractériser un peu les phénomènes. Ok, donc l'un des autres problèmes, c'est la polysémie. Effectivement, notre vocabulaire, il est polysémique. Alors, je ne suis pas linguiste, je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Bon, tant mieux, comme ça je peux dire un peu n'importe quoi. Alors, je sais que c'est à peu près bon ce que je dis, mais globalement, voilà, je ne savais pas, mais il y a une distinction entre polysémie et homographie. Alors, a priori, la polysémie, c'est un mot qui a différents sens, mais c'est le même mot. Alors que dans l'homographie, là, on a livre, livre et livre qui ont des sens très différents, mais certains linguistes, des linguistes m'ont dit en fait c'est pas le même mot, c'est pas le même livre. Et effectivement, du coup, là il y aurait 3 entrées dans le dictionnaire pour celui-là. Donc le livre, le poids, le livre, machin. Alors que là, il y a seulement une entrée dans le dictionnaire. Donc a priori, voilà, en tout cas, nous, quand on apprend nos plongements, bon, on s'en fiche de cette distinction, mais du coup, effectivement, forcément, ça va causer des problèmes. Soit on ne va pas capter certains sens, soit on va justement en capter qu'un seul. Ce serait pas exactement l'inverse? Non, je sais pas, le livre, il doit y avoir qu'une seule entrée à livre, et puis elle a 3 sens. Et par contre, lumière, transparence, intelligibilité, blancheur, on sent bien qu'il va y avoir des entrées différentes quand même. Oui, c'est synonyme. La polysémie, c'est la synonymie en fait. Ce sont des synonymes. De toute façon, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je ne suis pas compétent. Alors, ça paraît étrange ce que vous avez dit. La polysémie, c'est le mot blanc qui veut dire la couleur blanche, qui veut dire un silence, qui veut dire un verre de blanc. C'est ça la polysémie. Alors, peut-être. Alors, je sais que ça, en tout cas, là, ce qu'il y a sur les slides, c'est validé par une linguiste. Après, mon histoire des entrées dans le dictionnaire, je suis quasiment sûr de l'avoir lu quelque part. Après, bon, c'est pas... voilà, Non, mais là, c'est la polysémie de clarté. Clarté représente ces différents sons. Oui, voilà, c'est ça. Et là, c'est un mot, on va dire, de même nature, ça reste un nom. Alors que dans l'homographie, c'est des mots qui ne sont même pas de même nature. On a un mot masculin, un mot féminin et un verbe. C'est vrai. C'est ça la différence, je pense. C'est l'homographie quand on a des mots qui ne sont même pas de même nature, mais qui s'écrivent par coïncidence. Sans doute. Et du coup, on retomberait peut-être sur l'hypothèse que pour ces mots pas de même nature, on aurait différentes entrées dans le dictionnaire. Oui, voilà, oui. Donc je dirais peut-être pas n'importe quoi alors. C'est bon à savoir. Rassure. Ok, ouais, c'est ça. Donc là, nous, on va explorer, nous, un petit peu dans un projet régional avec SNCF, qui a un lexique d'acronymes. Alors ils se sont dit, pour simplifier la communication, on va créer des acronymes. Et puis pour simplifier encore plus la communication, on va dire que cet acronyme a 9 sens différents qui n'ont rien à voir. Du coup, c'est cool pour apprendre des plongements et des vecteurs sur ce vocabulaire métier. C'est juste compliqué. Donc par exemple, on avait appris des plongements pour l'acronyme CTRL en utilisant leur base documentaire.
il n'y a aucun des sens qui était listé qu'on a appris. On a appris le sens de la touche contrôle. Voilà, donc les voisins de notre embedding, c'était Shift, Espace, Entrée. Donc c'était satisfaisant, voilà, on s'est dit, bon, ben, on vous propose ça, j'espère que ça vous fait plaisir. Donc on s'est dit, on va peut-être lancer un projet, histoire de ne pas rester sur cet échec cuisant. Et puis en fait, voilà, il y a des papiers qui montrent que, en fait, pour quasiment toutes les tâches NLP, pour toutes les tâches de traitement automatique de la langue, même avec des modèles naïfs pour gérer la polysémie, on améliore les résultats sur des tâches de classification, sur des tâches de post-tagging, sur plein de choses, on améliore même en ayant des modèles naïfs. Donc un premier modèle, donc, à ma connaissance le premier modèle pour apprendre des plongements polysémiques, c'est d'abord je prends mon corpus et j'apprends des représentations non polysémiques, donc je fais mon apprentissage de plongement classique. Puis après, je reprends mon corpus. Alors, vous avez vu, j'aime bien les dessins un peu pourris. En gros, je reprends mon corpus, je reprends toutes les occurrences d'un même mot, d'accord ? Donc là, j'ai appris des vecteurs de plongement pour tous mes mots, d'accord ? Et donc là, cette occurrence-là, je vais prendre les vecteurs des mots qui sont en tour, j'en faire la moyenne, et ça me donne un contexte vecteur pour l'occurrence de ce mot-là, d'accord ? Je fais pareil avec ce mot-ci, avec toutes les occurrences du mot reine, ok ? Et puis, du coup, j'ai un contexte vecteur pour toutes ces occurrences-là, et ensuite, je fais un bon vieux clustering avec les cas moyennes, et du coup, cette occurrence-là va être attachée à un cluster qui va être considéré comme un sens d'un mot, celui-là peut-être un autre cluster qui va être le sens d'un autre mot. Alors bon, là, effectivement, on voit que c'est une approche un peu naïve. Hein. Bien évidemment, comment on fixe le nombre de clusters. Bon, voilà, dans le papier, je crois que ça doit être une dizaine pour tous les mots. Voilà, pourquoi pas. Hein. L'idée, c'est de faire un premier modèle, et avec ça, de voir est-ce que ça permet d'améliorer les résultats de certaines tâches derrière. Donc voilà, on affecte nos mots à nos clusters. Et puis du coup, une fois que je sais que ce REN-là, il est cluster 1, ce REN-là, il est cluster 2, ça, je dis plus que c'est REN, je dis que c'est REN cluster 1 et celui-là, REN cluster 2. Et donc maintenant, je refais un réapprentissage de plongement. Et donc je vais avoir un vecteur pour REN cluster 1, un vecteur pour REN cluster 2, etc. Ok ? Alors, donc après, on a ce papier de Juravsky où il nous parle du Chinese Restaurant Process. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Globalement, c'est l'idée que... Alors, c'est curieux, mais... en gros, on imagine un restaurant chinois de taille infinie, avec donc on a un nombre de tables infini dans ce restaurant chinois, et les tables aussi, il y a un nombre de chaises potentiellement infini autour. Donc un restaurant chinois lambda, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai pas compris, je sais pas pourquoi. Alors effectivement, c'est pas moi hein, ce stéréotype. À cause de lui, peut-être. Je sais pas pourquoi. Et l'idée, c'est que quand un client se présente dans le restaurant, il va choisir sa table en fonction du nombre de tables où il y a déjà des clients, et puis en fonction du nombre de clients qu'il y a sur la table. C'est-à-dire que plus il y a de clients sur la table, plus il est probable d'aller choisir cette table. Et moins il y a de tables occupées, plus la proba qu'ils se mettent sur une nouvelle table est forte. Ok ? Donc c'est un peu rich get richer, et puis plus on a de tables, moins on va vers la nouveauté, quoi. Et donc, l'idée c'est qu'on va faire ça avec le sens de nos mots, c'est-à-dire qu'on va se balader dans notre corpus, d'accord ? On va dire qu'un mot, un mot a Z sens, d'accord ? Donc pareil, on va encore faire une hypothèse qu'il a un certain nombre de sens, et puis on le fixe
comme paramètre. Et puis on va affecter un token à un sens en fonction de la proximité, on a déjà des vecteurs, entre guillemets, on a déjà appris des vecteurs, et l'idée, non, on a des vecteurs, bon c'est encore pire, c'est aléatoire au départ, mais globalement, je prends un nouveau token. Un token, c'est un mot? Ouais, pardon, excuse-moi, je prends l'occurrence d'un mot, ouais. Il faut que je l'affecte à l'un des sens de ce mot. Non, je dis n'importe quoi, on reprend depuis le début. Notre mot, au départ, il n'a pas un nombre de sens fini, puisque on va en prendre... donc je prends l'occurrence d'un mot, ok, et puis je regarde ce qu'il y a autour, d'accord. Ce mot-là, il a déjà un vecteur pour un sens, d'accord. Si le vecteur de ce sens-là est proche des vecteurs des mots de contexte, alors j'ai une forte probabilité d'affecter cette occurrence-là au sens existant, d'accord. Par contre, s'il est peu proche, je vais avoir une proba plutôt de l'affecter à un nouveau sens, proba qui va être d'autant plus forte que j'ai un paramètre gamma qui va me dire est-ce que je crée plus ou moins des nouveaux sens. Okay, et donc petit à petit, comme ça, on va créer des nouveaux sens, et puis au bout d'un moment, on espère avoir le bon nombre de sens et des vecteurs pour tous nos sens. C'est une hypothèse assez forte, mais les Juravsky, donc, dans leur papier, prennent ce modèle-là et puis montrent ensuite sur un grand nombre de tâches de façon assez rigoureuse qu'ils obtiennent des meilleurs résultats sur des tâches de similarité, d'analogie, de classification, avec un modèle aussi simple qu'avec des hypothèses entre guillemets aussi fortes. Oui, non, ouais. Mais comment on détermine les sens? Parce que le truc, c'est quand on donne les corpus en entrée, on a juste les données textuelles. Ouais. Justement, en cas d'homographie, comment est-ce qu'on détermine des sens différents? Qu'un même mot peut avoir des sens différents en fonction de la co-occurrence, ou c'est quoi? Et ben, du coup, c'est ça, c'est à chaque fois qu'on tombe sur l'occurrence d'un mot, ouais, on va devoir déterminer si cette occurrence c'est un sens qu'on a déjà connu et pour lequel on a un vecteur, ou si c'est un nouveau sens. Et pour faire ça, on prend les mots qui sont dans le contexte de cette occurrence, okay, on regarde leur vecteur, et on regarde est-ce qu'ils sont proches des sens qu'on a déjà pour ce mot-là. Donc en fait, c'est déterminer si, si on a des mots qui sont dans un contexte radicalement différent, quoi. Voilà, c'est ça. Okay. Et du coup, le gamma, il est extrêmement important comme paramètre. Et le gamma, il est extrêmement important et il n'y a pas beaucoup d'infos dessus dans le papier. Un peu comme d'hab. Mais ouais, fatalement, il est hyper important parce que sinon, tu peux créer beaucoup de sens. Ouais. Donc, et du coup, sur certains mots, peut-être qu'effectivement, un gamma faible va faire qu'on va trouver les sens nécessaires, mais que peut-être sur d'autres mots, ou peut-être le changement de contexte il est beaucoup plus faible, effectivement, on ne trouvera pas. Ouais, tout à fait. Donc là, c'est pas beaucoup discuté dans le papier, clairement, le paramètre gamma. Parce que le gamma est différent en fonction des mots? Non, justement, il y a un même gamma, et là, on sait qu'on sent très bien que c'est important, mais il n'y a pas une longue discussion sur la façon de fixer ce paramètre. Ok. Et puis après, il y a du coup un modèle qui s'appelle multi-prototype skillgram, désolé pour l'accent anglais pourri, qui est donc une façon revisitée de voir le skillgram with negative sampling en disant que un mot c'est un modèle de mélange de ces différents sens. Et du coup, l'idée c'est que là, on va modéliser la probabilité de voir le mot J dans le contexte de I, sachant les Z-sens du mot I, et donc en connaissant les Z-vecteurs de notre mot I. Dans ce modèle-là, I fixe 10 sens
donc 10 vecteurs pour chacun de nos mots. Et donc là, en fait, pour WJ, on va prendre ces 10 vecteurs et puis on va regarder. Donc l'idée, c'est qu'au début, on affecte nos mots à des sens. D'accord ? C'est un processus expected maximization. Donc on affecte nos mots à des sens. On calcule nos vecteurs, puis on refait une affectation en fonction de ces vecteurs de nos mots à d'autres sens, puis on recalcule nos vecteurs, etc. Alors donc ça, ils font ça avec 10 sens par mot. Effectivement, bon, l'évaluation n'est pas très claire, mais ils arrivent à montrer avec des cas un peu, comment dire, de façon qualitative que ça permet d'obtenir des choses intéressantes. Ok. Alors, du coup, juste un tout petit peu d'interprétabilité. Alors, un petit peu, parce que, bon, à ma connaissance, j'ai pas fait une revue exhaustive de la littérature, hein, c'est vraiment pas, mais j'ai vu peu de choses sur cet aspect interprétabilité. Alors, ça me paraît important, du coup, de pouvoir... donc, ces vecteurs-là, quand on a fait notre apprentissage, on obtient des vecteurs de dimension 200, 300, voilà, et 50 en fonction de ce qu'on a paramétré. Et les dimensions, on n'a pas trop la moindre idée de ce qu'elles représentent. Si je prends le vecteur unitaire d'une dimension et que je regarde ce qui est le plus proche de ça, j'ai pas grand-chose d'intéressant, d'intelligible. Donc j'ai du mal à voir ce que signifient ces dimensions. C'est la combinaison un peu de ces dimensions qui permet de donner le sens au mot. Et du coup, ça pose un petit peu problème, puisque finalement, dans tous ces algos-là, derrière, enfin, pardon, tous ces vecteurs-là, derrière, on les plug dans des algos qui prennent des décisions, et ça peut être particulièrement embêtant. Par exemple, si on est dans des cadres un petit peu comme du juridique, où on va essayer de prendre des décisions automatiquement. Et alors, du coup, l'une des approches rigolote, c'est que donc ce qu'on fait nous quand on fait des embeddings, c'est de dire on a des vecteurs creux et puis ce qu'on veut maintenant c'est des vecteurs denses. Puis après on se dit en fait on comprend pas trop les vecteurs denses, donc ce que je vais faire c'est que je vais faire voilà, je vais les rendre moins denses en les rendant plus creux, du coup mes dimensions elles auront peut-être un sens. Donc là effectivement ce que je fais, c'est que soit mon x de départ, c'est ma matrice initiale que je vais factoriser, et ce que je veux, c'est que mon a soit quelque chose où il y a, des zéros, soit ce que je mets là, c'est ma matrice d'embeddings pour la rendre plus sparse. Et de cette façon-là, effectivement, on arrive à avoir des dimensions qui sont compréhensibles. Alors voilà, ça va très vite là-dessus. Ça serait pas plus simple de partir de l'embedding, de la matrice de départ, oui, tout à fait. Oh bah là, c'est ce qu'on présente l'auteur, hein, le X, ça peut être la matrice de départ, c'est pas forcément la matrice d'embedding. Voilà. Ouais. Alors donc, le biais de genre, donc là, les biais, hein, c'est ce que je vous disais, c'est que ces vecteurs sont appris sur des corpus qui sont produits par des humains, et du coup, on se retrouve avec des vecteurs qui embarquent des stéréotypes humains. Et donc là, je vais parler en particulier du stéréotype de genre. Donc il y a un papier dont le titre est particulièrement parlant, puisque à un moment, ce qui était hype dans les embeddings, c'était la résolution d'analogies. Cette analogie, elle est tirée d'embeddings appris sur Google News. Donc, man is to computer programmer as woman is to homemaker. Okay, donc là, on commence à voir un petit peu émerger le problème, je pense. Et donc, l'idée pour étudier un petit peu plus en détail, une fois qu'ils sont tombés sur cette analogie un petit peu choquante, ils se sont dit on va essayer d'analyser et de voir est-ce que c'est voilà, un artefact ou est-ce que c'est quelque chose d'assez systématique. Et ils se sont dit bon, on va faire un truc assez simple. Puisqu'on sait qu'il y a des histoires d'analogie, on peut avoir des chemins dans notre espace qui nous permettent de voir des choses. Je vais prendre le vecteur de i, plutôt un truc masculin, je vais prendre le vecteur de chi, je vais faire i moins chi,
et j'espère avoir quelque chose, un vecteur qui représente entre guillemets la masculinité, féminité, le genre. Ok? Et donc, je vais tirer cet axe Imoshi, je vais tirer, et puis je vais projeter tous mes mots sur cet axe. Ok? Et en particulier, je vais projeter des activités ou métiers. Et donc, je vous laisse deviner où sont les activités plutôt féminines, où sont les activités plutôt masculines. Donc là, on voit vraiment le biais de genre, à quel point il est fort quand même. C'est vraiment très marqué. Donc, pour ceux qui sont loin, ici, on a infirmière. Donc effectivement, quand on regarde ce que le médecin est à l'homme, qu'est-ce qui est à la femme, on tombe systématiquement sur infirmière en général, pas sur médecin. Et là on a du coup homemaker, hairdresser, receptionist, nurse, alors qu'ici on a warrior, sérieusement, warrior, philosopheur, architecte, captain, skipper. Donc voilà, on a un biais de genre qui est assez marqué. Donc dans le papier, il détaille, il y a pas mal d'approches assez sympas, intuitives, qui permettent de voir plus en détail ce biais de genre. Et puis en fait, du coup, pour systématiser un peu l'étude, ils ont fait ça avec d'autres vecteurs que chi-i, et puis bon, bah, c'est vraiment systématiquement la même chose, donc ça semble être vraiment un biais très fort dans les données. Et donc ils proposent une façon de débiaiser leurs embeddings, et donc il y a un papier là, qui est sorti récemment, en fin d'année dernière, qui dit que on débiaise pas trop, en fait, même avec leur technique pour débiaiser, en fait on se retrouve encore avec des embeddings qui embarquent un biais très très fort. Mais nous, c'est un biais qui existe dans le langage, donc c'est normal qu'il y ait ce biais-là. Oui, alors si on prend l'algo, effectivement, c'est normal qu'il apprenne ce biais-là. Ben oui. Je veux dire, ça c'est clair. Après, ça dépend de ce qu'on veut en faire derrière. Okay. Si tu utilises ces vecteurs-là pour faire de la recommandation et que tu as une fille qui tape « qu'est-ce que je pourrais faire plus tard » et que tu lui dis pas médecin, nurse, plutôt. Bon, là, du coup, tu es en train d'introduire un biais, tu vois, qui est particulier. Je sais que, par exemple, il y avait les travaux de quelqu'un, je me souviens plus d'où, mais en gros, il travaillait avec... aux États-Unis, il y a un système qui essaye de prédire la récidive de détenus et qui est utilisé dans certains États, justement, quand il y a une demande de libération sur parole. Et donc en fait, il y avait un chercheur qui étudiait un petit peu les biais, et de façon très simple, il montrait que en fait, l'algo et le résultat de l'algo était biaisé, pas à cause de l'algo, mais à cause des données initiales. Mais en gros, donc là, on essayait de prédire la récidive. On avait beaucoup plus de faux positifs chez les Afro-Américains et beaucoup plus de faux négatifs sur les personnes blanches. Et du coup, en fait, c'est pas un biais de l'algo, mais un biais des données initialement qui fait que la façon dont est écrit le dossier par les policiers ou par les juges ou par un machin est beaucoup plus à charge pour les personnes afro-américaines, ce qui fait que l'algo a tendance à dire bah lui c'est lourd, hein, il va sans doute récidiver. Et donc effectivement, avant d'utiliser ces outils et de les voir sur parole, il faut effectivement réfléchir aussi aux données qu'on utilise pour apprendre. Mais effectivement, comme tu dis, c'est pas dû à l'algo, c'est dû aux données et à la production humaine, quoi. Et puis si j'ai un peu de temps, si je vous ai pas trop embêté, je peux parler un petit peu. Ouais. Ok. Donc, et puis bah là, moi, j'ai commencé à travailler sur une approche basée graphe. Alors pourquoi des graphes, pourquoi pas? Déjà c'est cool les graphes. Et puis une matrice de co-occurrence, en fait, c'est quand même globalement un graphe. L'avantage des graphes, c'est que c'est quand même un domaine un petit peu étudié en informatique, donc on a des outils à dispo. Et puis notamment, on a la détection de communautés dans nos graphes.
Et donc, si on reprend l'hypothèse distributionnelle de First, là, qui est à la base c'est-à-dire qu'un mot est caractérisé par ses co-occurrences, finalement, on retrouve l'intuition que quand on va faire détection de communauté, c'est le clustering de graphes. Donc là, on imagine mes nœuds, c'est des mots, les liens entre mes nœuds, c'est des co-occurrences dans mon corpus. Et du coup, si je fais un clustering de ce graphe-là, j'obtiens une structure de communauté telle que dans chaque partie de ma partition, là, les nœuds sont plus connectés entre eux que vers l'extérieur, et du coup, on a un peu l'idée qu'à l'intérieur d'une communauté, j'ai des mots qui co-occurrent souvent ensemble. Donc on a un peu cette idée que cette hypothèse distributionnelle elle va pouvoir se retrouver dans la détection de communauté. Et puis en plus, la détection de communauté aussi, c'est une espèce de forme de réduction de dimension, et puisque on peut aussi apprendre des embeddings en faisant de la réduction de dimension, on a un peu l'intuition qu'on va manipuler un peu les mêmes concepts. Là, on a par exemple un graphe de co-occurrence issu d'un corpus de Reuters qui a été fait par Newman, et puis là, on trouve une communauté en jaune qui parle plutôt à l'époque des attaques terroristes des talibans, Ben Laden, etc. Alors qu'ici, on a plus des choses qui sont liées à l'anthrax. Donc on a déjà la sensation qu'on va voir émerger des choses. Mais en ayant fait des expés, c'est pas si simple que ça. Parce qu'il y a la notion notamment de polysémie, il y a la notion de, par exemple, ici, lumière, c'est à la fois, donc là, on nous met un concept lumière industrielle, la lumière visible, la lumière au sens des couleurs, la sensation de luminosité, etc. Il y a plein de choses. Et en fait, l'idée, c'est aussi qu'un mot va se caractériser par plein de choses. Une masure, c'est une maison, mais c'est une maison qui est petite, et du coup, il y a différentes composantes, différentes choses qui composent le sens d'un mot. Et donc l'hypothèse qu'on va faire dans ce travail, c'est qu'un mot ne va pas être caractérisé uniquement par sa communauté, mais va être caractérisé plutôt par les liens qu'il entretient avec toutes les communautés du réseau. Donc par exemple, si je prends le nœud 9 et que j'imagine que c'est un mot, ce nœud 9 est connecté à la communauté orange, est connecté à la communauté rouge, à la communauté grise, pas à la communauté violette. Et donc je peux obtenir une espèce de vecteur pour le nœud 9 qui caractérise sa connectivité aux différentes communautés du réseau. Donc là, je fais l'hypothèse que les communautés du réseau, c'est des mots qui sont proches quand même en termes de sens. Et du coup, j'ai une espèce de vecteur comme ça qui caractérise la connectivité et que je vais utiliser comme embedding. En réalité, je fais des petits calculs après pour tenir compte des biais en fonction des tailles des communautés, des tailles des nœuds, etc. Mais globalement, je vais utiliser... Oui. La position des points, on a du mal à savoir exactement comment c'est fait. Ah, là c'est juste une visualisation, en fait, oui, parce qu'on pourrait imaginer que le 9, on le fait rentrer à l'intérieur. Tout à fait, voilà. Alors, il n'y a pas de logique. Là, voilà, alors, l'idée c'est, si tu veux, par contre, les couleurs sont importantes. En gros, ces nœuds-là sont rouges parce qu'ils sont ensemble très connectés, ils forment une clique, là. Ces nœuds gris sont un petit peu connectés, ce nœud violet est un petit peu isolé, ce nœud orange est un petit peu isolé. Bon, en réalité, ça illustre aussi l'imperfection de la détection de communauté. Faire un clustering de graphes sur un graphe qui est énorme, on obtient des choses qui sont imparfaites. Mais bon, on fait l'hypothèse qu'on obtient des choses intéressantes. Et donc, je prends ces vecteurs-là et je dis que c'est des embeddings. Alors, du coup, globalement, en fait, j'ai une chaîne de traitement qui est assez proche de la méthode classique. Hein. Au lieu de faire une matrice de co-occurrence, je fais un réseau de co-occurrence. Au lieu de faire des pré-traitements type enlever les mots trop peu fréquents ou les mots trop fréquents, ce qui est fait dans Word2Vec, je peux faire des pré-traitements idem en graphe. Au lieu de faire par exemple une SVD ou des réductions de dimension comme on l'a vu, je vais faire ma détection de communauté. Et puis ensuite, je vais regarder comment mes nœuds se connectent à ces différentes communautés pour calculer mon vecteur et puis en fait réduire, représenter plonger mon mot dans un espace.
Donc, alors, Et l'algo utilisé pour aller alors là, là, on fait de la propagation de labels. Alors, en gros, pourquoi on a besoin d'un algo qui est rapide et on a besoin en fait de contrôler un peu la distribution des tailles de communautés. Et si on a des communautés trop grosses, c'est des trucs fourre-tout et ça n'a aucun sens d'aller les regarder. Donc par exemple, Louvain va en faire beaucoup. Et si on a des communautés trop petites, voilà, on a des vecteurs après qui sont immenses. En pratique, avec propagation de labels, c'est pas trop mal, mais en vrai, on a quand même trop de communautés là pour le moment. On a beaucoup de petites communautés, mais on sait qu'il y a des upgrades, entre guillemets, on peut contrôler propagation de labels pour essayer de gérer notre distribution de taille de communauté. Voilà. Et parce qu'il y a un paramètre de résolution dans Louvain qui permet de gérer aussi le nombre de communautés qu'on veut globalement à la fin. Alors, tu veux dire les niveaux d'hierarchie ou Non, il y a un paramètre de résolution qui permet finalement de contrôler qu'il y a un moment donné, on n'augmente plus, on n'agrège plus. Alors, ouais, alors peut-être Ok, je me souviens plus. C'est vrai, ça n'a vraiment rien à voir avec la hiérarchie, Non, c'est pas s'arrêter au niveau hiérarchique, parce que ça va faire des niveaux hiérarchiques, mais c'est juste qu'à un moment donné, il va juste la modularité... Avec la modularité, oui. Ouais, avec la modularité, il y a une pénalisation qui est faite et qu'on appelle un paramètre de résolution. D'accord. Et qui, du coup, ah oui, tu veux dire que c'est une espèce de terme de régularisation de la modularité. Ah d'accord. Ah ok. Ok. C'est ça que je n'avais pas compris, je croyais que c'était dans la modularité. Ok, d'accord. Oui, remarque, ça semble logique qu'on ait pu introduire ce terme-là, ok. Ouais, je connaissais pas les références, mais oui, ça semble effectivement, tu as raison. Ok, donc après, là, du coup, on a des résultats préliminaires, hein, c'est vraiment des travaux en cours. En gros, donc, on évalue notre modèle face à Word2Vec et Glove, et puis sur des tâches de similarité. Donc similarité, c'est vraiment ce que je vous disais, hein. On donne des paires de mots à des humains, ils évaluent la similarité, et puis après, nous, on essaye d'avoir les mêmes similarités sur le vecteur. Catégorisation, là, c'est plus, il y a différentes catégories de mots, et on essaye de les retrouver par clustering des vecteurs qui sont produits, donc après, on a des scores. Donc globalement, pour le moment, notre modèle, les scores ne sont pas fous furieux, hein. C'est plutôt moins bon que l'état de l'art en général. Qu'en l'état de l'art, on monte jusqu'à la dimension 300. Sur certaines tâches, on a des performances honorables. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que du coup, nos dimensions, les dimensions de notre vecteur, c'est des objets physiques, c'est des communautés de nœuds. Et ça, c'est un peu sympa parce que... alors, dans cet exemple-là, ici, donc, on était sur un corpus anglais. Donc, dans cet exemple-là, j'ai par exemple là, une vue d'une portion du vecteur de Bush. Okay, donc là, ici, là, ce machin-là, plus c'est rouge, plus en gros la communauté, le truc est activé. Et en bas, là, en gros, j'ai étiqueté mes communautés. Ça, c'est les composantes de mon vecteur. Que je décris par un seul mot, qui est le mot le plus central de ma communauté, entre guillemets. Et donc là, pour Bush, ce qui est rigolo, c'est que à la fois, j'ai le sens voilà, alors, attendez, je cherche le sens politique de Bush, je ne l'ai plus. Mais par contre, bref. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on voit aussi Bush, ici, azalé. Okay. On a fuchsia, là. Ok, mais on a quand même un lien aussi avec Poutine. Donc ce qui est rigolo, c'est que du coup, avec cette approche-là, comme on a des dimensions physiques, on peut aller regarder en fait à quoi correspondent les chiffres qu'on a dans nos dimensions. On peut aller inspecter ces dimensions et du coup, on peut imaginer aussi à terme jouer avec nos vecteurs. C'est-à-dire, par exemple, j'ai... qu'est-ce que je voulais dire, par exemple, je prends le mot alcool, ok, j'ai une représentation. Si je suis dans un truc plus chimie, je vais peut-être aller ajouter, par exemple, du poids dans ma dimension où j'ai méthylène, où j'ai machin,
et enlever du poids dans mes communautés où j'ai wine, vodka et Jack Daniels, quoi. Je vais pouvoir comme ça un peu faire des opérations peut-être pour jouer avec mes vecteurs. Enfin bon, bref, tout ça c'est un petit peu préliminaire, mais j'avais quand même envie d'en parler. Et donc en conclusion, on a parlé donc d'apprentissage de plongeement lexicaux, et il y a quand même pas mal de challenges, même si aujourd'hui les plongements... Alors, j'ai pas parlé des derniers modèles, BERT, Elmo, etc., parce que ces modèles-là sont... autant Word2Vec et Glove, ça s'exprime mathématiquement, autant BERT, Elmo, ça s'exprime moins mathématiquement, plus facilement avec un réseau de neurones. Et du coup, je trouve que c'est plus facile de jouer avec ces modèles Word2Vec et Glove. Et en plus, on n'a toujours pas résolu tout un tas de problèmes qui sont justement la polysémie, la temporalité, les biais issus du corpus, toutes ces choses-là, ça reste des questions, et l'interprétabilité, ça reste des questions très ouvertes, qui fait que les plongements, c'est clairement un outil, quand on fait du TAL, qui est incontournable, qui en général, sur toutes les tâches, que ce soit de la classification ou autre, qu'on peut avoir, si on utilise des plongements, logiquement, en général, on va gagner de la performance. Par contre, voilà, il faut faire attention, c'est pas un truc clé en main, peut y avoir encore des erreurs. Et puis, il y a cette notion d'interprétabilité, il y a cette notion que les corpus évoluent, il y a cette notion de polysémie, donc voilà, c'est des choses encore ouvertes. Voilà, merci. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ouais. J'aimerais revenir sur la polysémie. Ouais. Dans les deux exemples que tu as présentés, donc entre clarté, où il y a de la polysémie, et livre, où c'est un homographe, Ouais. tu as dit assez rapidement, pour nous ça ne change pas grand-chose. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même une différence qui est assez importante entre les deux, qui serait au niveau de l'ambiguïté du mot. Ah oui, l'ambiguïté est plus forte pour l'homographie. Non, justement, Non, selon moi... ah oui, elle est plus facile à désambiguïser. Oui. Ouais, Ouais. un ensemble, tu aurais un peu, pour clarté, une très grande aire d'effet, alors que pour livre, tu aurais vraiment quelques petites tâches très précises. Ok. Et en fait, je me demandais s'il y avait des tentatives d'approche, en essayant d'associer un score d'ambiguïté au mot, Oui. en disant quand il y a un gros score d'ambiguïté... Oui, effectivement. Alors, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais je crois qu'ils appellent ça des espèces d'embedding gaussiens, où ils essayent d'associer au vecteur une espèce d'aire gaussienne de flou, en gros. Tu vois, et du coup, plus ou moins grand. Je me souviens plus du nom du papier, mais effectivement, ça existe, ouais. Et je suis d'accord avec ce que tu dis, ouais, tout à fait. Ouais. Donc, il y a Word2Vec, et pour les graphes, il y a des choses. Graph2Vec, c'est pas des choses également utilisables dans ce contexte? Alors, effectivement, du coup... contexte des graphes. Voilà, donc, quand les approches de plongement sont arrivées sur le texte, rapidement, en fait, il y a eu le parallèle qui a été fait sur les graphes. La première chose qui a été faite, c'était Node2Vec, l'une des premières en tout cas, et l'idée c'était de se dire, finalement, Word2Vec, c'est j'ai des phrases avec des co-occurrences, et puis du coup j'utilise ces co-occurrences pour créer mes vecteurs. Node2Vec, c'est l'idée, j'ai un graphe, donc j'ai pas de phrase, mais je peux en faire des phrases en faisant des marches aléatoires sur mon graphe. Je fais plein de marches aléatoires, et j'ai l'équivalent un peu de phrases graphes, des suites de nœuds qui co-occurrent. Et donc après, je plug ce corpus de phrases artificielles créées par marche aléatoire, et j'apprends mon Word2Vec. Et donc j'obtiens effectivement des vecteurs de plongement pour mes nœuds. Et du coup, effectivement, après, on peut plugger ça dans des tâches type... là, c'est plus compliqué sur les graphes, mais pour faire de la recommandation, pour faire la détection, pareil, de nœuds spécifiques. Mais effectivement, alors c'est des méthodes assez proches, mais c'est plus...
c'est plus comment on choisit de modéliser nos données au départ ou comment elles se modélisent naturellement au départ. Et puis après, ce qu'on veut en faire derrière qui fait qu'on va utiliser l'une ou l'autre approche, quoi. Mais effectivement, il y a plein de choses sur la littérature graphe avec des embeddings qui essayent de... Ce qu'il y a, c'est que dans le graphe, il y a, on sait pas exactement ce qu'on veut garder. Là, sur le texte, on sait qu'on veut obtenir des relations de similarité sémantique, donc on peut les tester. Sur un graphe, notre embedding, on a envie de garder... Dans l'embedding, on a envie d'embarquer une information de voisinage, une information de communauté, mais même une information topologique un petit peu de si je suis loin du nœud dans le graphe, je dois être loin. Et en fait, c'est pas si facile que ça. Il y a des papiers qui essaient de montrer que toutes les méthodes d'apprentissage de plongement, elles n'embarquent pas du tout les mêmes informations. Et du coup, c'est pas si facile que ça de faire des plongements graphes. En tout cas, ils ne sont pas aussi universels que les plongements pour les mots qu'on peut vraiment plugger et balancer dans toutes les tâches, quoi. Ouais, vas-y. Et parce que donc là, ça permet de faire de la classification. Et comment est-ce qu'on peut utiliser ces étapes-là après si on veut faire de la génération de texte? Ça peut être... est-ce qu'on peut utiliser ces... Alors, comme une étape préalable à la génération de texte? On peut voir à l'apprentissage de plongement. Alors, les plongements, de toute façon, alors globalement dans la littérature, finalement, les premiers modèles de plongement, on va dire 2010, etc., c'est des gens qui travaillaient sur les modèles de langage. Le modèle de langage, la tâche, c'est vraiment j'ai un ensemble de mots et j'essaie de prédire le mot suivant, donc à partir de ce contexte-là. Donc il y a clairement une forte similarité. Après, moi je sais que les gens qui font de la trad dans notre labo, ou les gens qui font de la reconnaissance de la parole dans notre labo, ils différencient les deux choses. Ils vont avoir les modèles de langage et les embeddings en entrée du système qui vont pouvoir permettre d'initialiser les systèmes de reco ou tout ça, mais par contre pour la prédiction du mot suivant dans la transcription par exemple, j'ai transcrit un certain nombre de choses et je veux voir ce que je vais transcrire comme prochain mot, j'utilise l'oral, mais j'utilise aussi un modèle de langage et eux ils utilisent plutôt des modèles de langage spécifiques vraiment adaptés. Donc il y a des proximités, je ne sais pas à quel point je ne suis pas expert, mais ce n'est pas exactement la même tâche. Il y a d'autres questions? Bon bah merci. Pour conclure, merci beaucoup. S'il y en a qui ont